Nous recevons pour vous aujourd'hui un jeune Ivoirien, membre de la diaspora, Monsieur Gar Roger, économiste et conseiller de plusieurs chefs d'État africains et de gouvernement, membre de plusieurs conseils d'administration et de directeurs de sociétés. Nous l'avons découvert sur la place parisienne et avons voulu échanger avec lui pour qu'ensemble nous essayions de comprendre et partager son expérience au plan international et voir certainement dans quelle mesure, ou si possible, il peut apporter son expertise à la Côte d'Ivoire, son pays natal. Bonjour Monsieur Garoger. Bonjour. Aujourd'hui, est-ce que vous pouvez vous présenter aux Ivoiriens? Pour nous qui vous connaissons un peu, nous savons que vous êtes une immense personnalité du monde des finances en Europe, en France précisément. Mais pour les Ivoiriens qui ne vous connaissent pas, est-ce que vous pouvez vous présenter? Je suis Gare Roger, comme vous venez de le dire dans votre présentation. Je suis ivoirien, je vis en Europe depuis un certain temps. Je travaille beaucoup sur l'Afrique. De l'Europe, je travaille sur l'Afrique, sur les États-Unis aussi. Et puis, bon, dans mon milieu, dans mon domaine, qui est le domaine de l'économie, et quelquefois, j'apporte mon expertise ou du moins mes conseils à certains chefs d'État, amis, avec lesquels je m'entends très bien par ailleurs. Et puis, bon, voilà, nous sommes là pour qu'on parle, pour qu'on se découvre, pour que vous me découvriez, si vous voulez. Mais justement, nous avons rappelé aux téléspectateurs que nous avons eu beaucoup de mal à ce que vous acceptez de parler devant nos caméras parce que beaucoup de personnes estiment que vous êtes une personne très discrète, vous pouvez rester dans l'ombre pour travailler. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qui a été déterminant pour que vous acceptez de parler aux caméras d'une chaîne de télé? D'abord, Revenus TV est une télé qui a eu déjà à m'interviewer, mais vous savez, je préfère le plus souvent ne pas parler de moi-même, ou du moins agir sur le terrain ou agir dans le domaine qui est le mien. Mais bon, si des amis ou des parents, même des personnes comme vous veulent savoir certaines choses sur moi, bon, je pense que je peux quand même le faire quelquefois parler. Ça ne sera pas tous les jours, effectivement. Mais c'est pas parce que je ne veux pas parler, c'est que je suis beaucoup trop occupé, je voyage beaucoup, j'interviens dans plusieurs pays. Ça fait que quelquefois, vous n'avez pas l'occasion de mettre la main sur moi. Et aussi, je suis dans un domaine où quelquefois, pas le silence, mais la discrétion est de mise. Justement, expliquez-nous exactement. Vous êtes dans quel domaine? L'économie, les finances, c'est quoi? Vous faites quoi exactement? À quoi consiste votre travail? À quoi consistent vos affaires? D'abord, j'ai un cabinet de lobbying aux États-Unis, à Advance Africa, qui se bat pour apporter à l'Afrique les moyens de se développer. C'est-à-dire que je fais de la recherche de financement pour certains pays. Quelquefois, j'introduis auprès de pays amis des financiers, des amis ou des connaissances qui sont dans le domaine des finances, qui veulent bien venir investir en Afrique, en Côte d'Ivoire peut-être, pourquoi pas, parce que c'est chez moi. Et ces gens-là, je les encourage, ou du moins je les guide un peu, sachant les besoins de l'Afrique. Vous savez, l'Afrique a beaucoup de besoins. Malheureusement, nous n'avons pas les moyens de nous développer tout seuls, mais ça va peut-être venir un jour, puisque moi, je crois beaucoup en Afrique. Et comme je le dis souvent, l'Afrique, c'est l'avenir. D'abord, nous sommes le berceau de l'humanité et que l'Afrique, un jour, va se développer, c'est sûr. Si nous, les enfants de la diaspora, ou ceux qui sont sortis de leur pays et qui ont eu certaines expériences en dehors de leur pays, nous pouvons donc apporter cette expérience dans nos pays, je pense qu'un jour, l'Afrique se développera. Maintenant, ce que je fais, oui, je suis vice-président de la Chambre de commerce panafricaine à Bruxelles. Par ce biais, nous sommes en contact avec beaucoup de financiers et que ces gens-là, effectivement, sont intéressés par l'Afrique. Ils sont intéressés par l'Afrique, comment exactement? Injecter de l'argent, venir. Pour vous, c'est vous qui êtes dans le monde des finances et de l'économie mondiale. Aujourd'hui, quel représente l'intérêt africain et principalement l'intérêt ivoirien auprès de ces structures de financement ou de ces structures économiques? Vous savez que l'Afrique a beaucoup de matières premières qui, qui sont nécessaires dans le monde, d'ailleurs pour développer l'Europe, pour développer le monde et l'Afrique en particulier. Malheureusement, nos matières premières euh, ne nous permettent pas de nous développer parce que nous n'avons pas encore l'expertise donc de finaliser ou du moins
de traduire cette matière première en matériel ou en choses de nécessité, nous sommes obligés de composer avec l'Occident. Maintenant, ces Occidentaux-là, effectivement, viennent chez nous pour cette matière première. Ils viennent chez nous, c'est vrai, quelquefois avec de très bonnes intentions, c'est-à-dire développer le pays, développer nos pays, mais surtout aussi pour eux-mêmes, parce que ça leur permet d'avoir les moyens qu'ils ont pour se développer. Alors, pourquoi est-ce qu'ils viennent en Afrique? Ils viennent en Afrique parce que nous avons de la matière qui les intéresse. Et puis, maintenant, c'est à nous, les Africains, de dire ce que nous entendons en retour hein, de tout ce dont ils profitent chez nous en Afrique. C'est assez complexe. Mais justement, à ce niveau, il y a beaucoup d'Africains qui disent qu'il y a beaucoup d'Africains, d'Ivoiriens spécifiquement, qui travaillent dans la sphère économique, dans la sphère des finances. Et comme vous aujourd'hui, M. Gars-Roger, que nous recevons, qu'est-ce que vous pouvez apporter à la Côte d'Ivoire si demain vous avez envie d'apporter votre expertise à votre pays? Sur le plan économique, beaucoup. Pourquoi pas? Parce que, je dis bien sur le plan économique, parce que je suis économiste et je suis en contact, comme je l'ai dit tantôt, avec des financiers qui peuvent venir développer la Côte d'Ivoire, travailler. Nous avons beaucoup de besoins en Côte d'Ivoire. Nous avons des besoins énergétiques, nous avons des besoins agricoles, nous avons des besoins d'infrastructures. Aujourd'hui, le gouvernement en place fait assez, ou du moins fait ce qu'il est possible dans le domaine des infrastructures, mais la Côte d'Ivoire a besoin de beaucoup de choses pour se développer. Alors, c'est en étant à l'écoute de nos dirigeants, et surtout aussi nos dirigeants étant à notre écoute, parce que ils ont besoin de la diaspora. Les dirigeants africains ont besoin de la diaspora pour se développer. Les dirigeants de la Côte d'Ivoire ont besoin de la diaspora pour se développer. Si vous voulez, c'est tout gagnant pour tous, hein, parce que nous sommes africains, nous sommes ivoiriens. Donc, c'est en sachant les besoins de nos pays que nous, qui avons les contacts à l'extérieur du pays, pouvons quelquefois amener ces gens-là à investir dans le domaine qui est nécessaire pour notre pays, pour le développement de nos pays. Moi, je suis de la Côte d'Ivoire, j'arrive d'Abidjan, je sais que beaucoup de choses sont en train d'être faites, mais il reste beaucoup à faire. Justement, sur cette question, vous qui conseillez, faites office très souvent de chef d'État et de chef de gouvernement, en regardant aujourd'hui la Côte d'Ivoire, son état actuel, quelle est l'analyse économique, financière que vous faites sur la situation de ce pays? La Côte d'Ivoire est un pays assez convoité aujourd'hui. Ça veut dire que la Côte d'Ivoire est sur une bonne dynamique. La Côte d'Ivoire, il suffit de voir tous les investisseurs qui se bousculent à la porte de la Côte d'Ivoire pour apporter soit leur expertise, soit de l'argent, soit qui cherchent à investir dans tel ou tel domaine. Donc la Côte d'Ivoire aujourd'hui est un pays très attrayant, est devenu très attrayant. Hein. Par contre, effectivement, il y a beaucoup de choses à faire. Nous avons encore des villages qui ne sont pas encore éclairés, malheureusement. Nous avons des villages dans lesquels l'État a fait l'effort de mettre, par exemple, de l'éclairage ou de l'électricité, mais par manque d'entretien, soit par nos dirigeants locaux. Hein, ces villages-là aujourd'hui ont des problèmes d'électricité. Voilà, donc il y a beaucoup à faire encore. Il y a le domaine de l'agriculture. Prenons chez moi, par exemple. Je suis de Bangolo, je suis de l'ouest de la Côte d'Ivoire. Bangolo est une région à vocation agricole. Nous n'avons pas d'industrie, nous n'avons pas d'usine. Donc, pour le bien-être des ressortissants ou des gens qui vivent dans cette localité, il faut avoir des idées de développement dans le domaine de l'agriculture. Mais il n'y a pas que l'agriculture quand on veut parler de ma région. Je parle de ma région parce que c'est chez moi. Je donne un seul exemple aujourd'hui. Vous voyez, Bassam, c'est une petite ville. Vous avez vu l'attractivité de Bassam aujourd'hui en termes culturels. La Bissa, hein, qui se tient chaque année et qui fait que chaque année, il y a une attraction, il y a le tourisme et tout. Mais chez moi, nous avons sur le plan culturel, nous sommes très riches culturellement, par exemple dans la région de Bangolo. Nous avons les masques, le glas, comme on dit. Pourquoi ferions-nous pas, par exemple, un festival chaque année du glas, par exemple? Ça va permettre aux gens
de redécouvrir Bangolo, ça va permettre aux gens de venir à Bangolo, ça va apporter un tant soit peu d'abord la joie, hein, puisqu'aujourd'hui nous en avons besoin, nous sortions de guerre, donc il faut encore redynamiser les gens, le peuple, la jeunesse, mais il faut leur donner un quelconque intérêt, et aussi à rendre sa région attractive. Et je pense que Bangolo, par exemple, sur ce plan, peut faire quelque chose. Justement, comme vous l'avez rappelé tout à l'heure, vous êtes originaire, vous êtes fils de cette localité de Bangolo, en Côte d'Ivoire, ce département de Bangolo. Et quand vous regardez certainement aujourd'hui l'état dans lequel se trouve ce département, vu après 10 ans de tragédie qu'a connue la Côte d'Ivoire, cette ville a été vraiment, l'ouest de la Côte d'Ivoire a été éprouvé. Est-ce qu'aujourd'hui, vous qui êtes économiste, est-ce que vous imaginez une sorte de plan Marshall qui pourrait permettre à ce département de sortir de la situation difficile dans laquelle elle est aujourd'hui plongée? Vous venez de toucher un point très important aux yeux du fils de Bangolo que je suis. Vous savez, nous avons passé cette période de guerre qui a été une période très très difficile pour nos parents. Beaucoup aujourd'hui sont partis du village, surtout la jeunesse, pour se retrouver dans les villes côtières, donc dans le sud. Mais voyez-vous, Bangolo, aussi dans la région du Guémon, a été, excusez-moi, je suis sous l'émotion quand je parle chaque fois de Bangolo, a été, pas injustement, puisque c'est un truc qui a touché toute la Côte d'Ivoire, mais a fait beaucoup de tort à ma région. Mais nous devions dépasser tout ça. Aujourd'hui, nous devions plutôt cultiver la paix avec ceux qui ont apprécié nos régions et qui sont venus s'installer chez nous, avec ceux qui sont restés là, qui ne sont pas ouais, mais qui ont adopté, qui ont accepté, ou du moins que les ouais ont accepté de vivre avec eux. Nous devions faire en sorte que l'harmonie revienne entre nous. Maintenant, pour parler du développement, vous savez, Bangolo a été érigé en commune depuis 85. 1985. 1985. Et il y a eu, jusqu'au dernier maire, il y a eu au moins 4 maires. Je crois que c'est le 4e maire qui est aujourd'hui dans la commune de Bangolo. Ils ont fait ce qu'ils ont pu. Ils ont fait ce qu'ils ont pu. On ne va pas leur jeter la pierre, puisque tout le monde sait dans l'état où se trouve Bangolo aujourd'hui. Est-ce la faute de ceux qui ont dirigé cette commune? Est-ce la faute des cadres de Bangolo? Est-ce notre faute, nous peut-être? Même moi, je ne me soustrais pas à la situation que vit Bangolo aujourd'hui. Mais vous savez, on ne peut pas développer aujourd'hui des villes comme Bangolo avec ce que nous avons ou ce qu'on donne à Bangolo comme fonds, je ne sais plus, comme budget. Le budget qu'on alloue à Bangolo, est-ce qu'à lui seul peut développer Bangolo? Je ne pense pas. Si c'était le cas, Bangolo serait aujourd'hui une grande ville. Donc pour vous aujourd'hui, Bangolo ne peut pas véritablement décoller avec ses fonds propres. Il lui faut des investissements. Il lui faut des investissements, il faut des connexions extérieures, il faut quelqu'un qui a l'expérience d'abord de la recherche de financement et des fonds pour sa région, pour Bangolo. Il faut quelqu'un qui ait des contacts, quelqu'un qui a du relationnel, pour ne pas mâcher le mot, pour développer Bangolo. Mais il est justement, M. Roger Gare, il est justement reproché à beaucoup de cadres ivoiriens de la diaspora d'avoir toujours ce beau discours, ces belles phrases pour leur région, pour leur pays, mais on leur reproche de ne pas connaître véritablement les réalités quotidiennes de leur localité parce qu'ils ont quitté leurs différents pays ou leurs différentes localités depuis bien longtemps. D'abord, évoluer à l'étranger n'est pas une tare pour celui qui veut développer Au contraire, moi je pense que c'est un plus pour celui qui veut développer sa région, ou du moins qui pense à sa région. Mais vous voyez, ce n'est pas seulement en Côte d'Ivoire, ce n'est peut-être pas seulement au niveau de Bangolo. Beaucoup viennent aux responsabilités par ambition. Alors que l'ambition, d'abord, on peut avoir plusieurs ambitions. Mais moi je pense
qu'il faut venir aux responsabilités avec conviction. La conviction qu'on veut arriver à quelque chose. On veut par exemple développer Bangoulou. On veut développer la Côte d'Ivoire. La conviction qu'on peut faire quelque chose. Quand vous êtes convaincu vous-même de ce que vous voulez, je pense que vous vous donnez les moyens d'arriver à ce que vous voulez faire. Comme je dis, je ne jette la pierre à personne, pas à ceux qui ont dirigé ou qui continuent de diriger Bangoulou. Je dis qu'il faut, pour développer des petites villes comme nous, comme Bangoulou, nous qui n'avons pas les gros budgets, il faut avoir les moyens de chercher, il faut avoir les moyens d'aller à l'étranger. Il faut avoir des connexions à l'étranger pour arriver à faire quelque chose pour soi, pour son village, ou du moins pour son département. Aujourd'hui, M. Roger, vous êtes en France, membre de plusieurs conseils d'administration d'entreprises, de financement, de recherche de financement pour des pays africains, pour des entreprises. Vous-même directeur d'entreprise. Quand on arrive à ce niveau je dirais, de développement personnel, qu'est-ce qu'on recherche encore? Vous savez qu'on n'a jamais fini de se parfaire. Rockefeller continue de travailler. Bill Gates continue de travailler. Mais ceux-là, ils travaillent pour les autres maintenant. Oui, je viens. Donc je pense que quand on a atteint un certain niveau de satisfaction personnelle, il faut penser aux autres. Vous savez, moi qui vous parle, je ne suis pas issu d'une famille aisée. Je me suis toujours battu pour arriver à un bon niveau de vie. Donc je sais ce que c'est que la pauvreté. Je sais ce que c'est qu'être dans le besoin. Donc quand je vois mes parents, mes frères, mes amis, que ce soit en Côte d'Ivoire ou partout dans le monde où j'interviens, au Sénégal, au Gabon, au Congo et tout ça, quand je vois les gens, je sais que ces gens-là ont besoin de quelque chose, ou du moins ces gens ont besoin d'être aidés. Et moi, j'ai peut-être cette vocation à vouloir toujours aider les autres. Ceux qui me connaissent ne diront pas le contraire. Maintenant, qu'est-ce que je peux apporter à mes parents? Bon, mon expertise, mon intention, comme je le fais de temps en temps. Et je vais vous dire quelque chose. Moi, je n'ai pas attendu aujourd'hui où vous me demandez, aujourd'hui je suis directeur de plusieurs sociétés, mais j'étais directeur d'une seule société en Côte d'Ivoire, quand en 1996, j'ai émis l'idée, par exemple, d'aider culturellement ma région. C'est moi qui ai financé, ou du moins qui ai parrainé le Festigla à Bangoulou, à Béoué, à Grand-Pin, et ça c'était en 1996, j'étais encore nettement plus jeune. Donc je n'ai pas attendu d'être aujourd'hui à la tête de ces sociétés dont vous parlez, je n'ai pas attendu d'avoir les relations que j'ai aujourd'hui, je n'ai pas attendu de faire ce que je fais aujourd'hui pour m'intéresser à ma région. Et puis, je vais vous faire une confidence. D'ailleurs, je pense qu'il faut que je le rappelle ici. Vous savez, en 1995, nous avons eu à Bangoulou un jeune maire dont on ne parle pas assez, mais que moi je pense qu'a beaucoup fait pour Bangoulou. Dieu a fait qu'il n'a pas eu longue vie, mais le petit laps de temps qu'il a passé à Bangoulou, je pense que ceux qui sont de Bangoulou savent ce qu'il a fait et ils savent quel projet il avait pour Bangoulou. Mais ce dernier, c'est moi qui l'ai aidé, c'est moi qui ai tout fait pour qu'il soit maire de Bangoulou. Parce qu'il fallait que je lui donne les moyens pour y arriver. Ok, aujourd'hui, il est clair que M. Roger Ga dispose de moyens importants en termes de relations, aussi certainement en termes de finances pour aider les populations de Bangoulou, n'est-ce pas? J'ai beaucoup de projets pour Bangoulou. Monsieur Roger Ga, avant de vous recevoir ici et avoir cette conversation, nous avons pris le soin d'interroger un certain nombre de vos camarades, de vos amis, de vos collaborateurs. Nous les écoutons et nous revenons vers vous pour la dernière question. Ben, tout volontiers. Merci de nous recevoir. Nous sommes là aujourd'hui pour que vous nous parliez de votre ami, qui est maintenant votre frère, votre associé, qui est Roger Ga. Parlez-nous un peu de Roger Ga. On dit toujours que dans le milieu du travail, c'est difficile. Je l'ai toujours vu de bonne humeur, je l'ai toujours vu dynamique,
Et à chaque fois qu'on a fait un projet qui a été décidé, on ne fait pas tous les projets, mais chaque fois qu'il a décidé un projet, il a un don, c'est que le projet se réalise et apporte à la population un bien-être que seul lui peut choisir. Donc je suis toujours derrière lui pour concrétiser les projets qu'il a décidés avec l'ensemble des autres décideurs sociaux, puisqu'évidemment ce sont ces relations internationales, tant avec des présidents, on le sait, mais surtout des grands groupes internationaux qui sont intéressés par la Côte d'Ivoire, par les régions de la Côte d'Ivoire. Et donc c'est vraiment un régal, c'est pas parce que c'est plus qu'un partenaire, c'est vrai que c'est plus qu'un frère, mais c'est vraiment très agréable de réaliser des projets, et les projets qui sont à venir surtout. Ah, je travaille dans le groupe que M. Rojega a fait à l'international depuis, je vais vous dire, 11 ans. Voilà. Et ça se passe bien? Très bien. Je ne l'ai jamais vu en colère. J'ai toujours. Mais il y a eu des problèmes, évidemment, il y a eu des tensions. Mais à chaque fois, il y a eu des solutions. Et les solutions, surtout, ont été convaincantes, ont été réalisées. Parce que nous sommes là pour réaliser des choses. Mon métier à moi, une fois que M. Gard a décidé un projet, c'est de faire venir les bailleurs, les banquiers, les institutions et les assureurs également. Il ne faut pas oublier que s'il n'y a pas d'assurance, il n'y a pas de projet. En ce qui concerne l'habitat, il s'agit de développer des maisons et que les gens soient propriétaires de leurs maisons. Donc nous avons un projet pour des petites usines qui fabriqueraient des parpaings. 10 000 parpaings par jour, ça correspond à une maison. Mais une maison en parpaing, c'est quand même agréable. Hein. Il y a aussi des projets de petites usines pour tout ce qui est bois, pour tout ce qui est fenêtres, etc. Ça va créer du travail. Ça, il faut le faire près de la population, près des endroits où il y a des habitations sociales à faire. Et donc, déjà, dans ces deux axes, on pourrait, dès la fin de l'année prochaine, arriver dans la région et faire des choses concrètes, car aujourd'hui, la population, et surtout la jeunesse, est très exigeante sur la réalisation de projets. Et donc, c'est pour ça que c'est un très grand plaisir de travailler pour l'équipe de M. Gard. Quels sont ses défauts? Ça doit être personnel à la maison, c'est pas dans le travail. Voilà. Bonjour à tous, voilà, je suis ici ce matin pour parler de M. Gard, quelqu'un que j'ai connu il n'y a pas très longtemps. Il a un discours qui est un peu hors de ce que nous entendons très souvent. Donc un discours plus rassembleur, un discours qui amène tout le monde à participer au développement de Bangolo, quelle que soit notre chapelle politique. Je crois que c'est un discours aussi qui doit être national, parce qu'aujourd'hui la Côte d'Ivoire a été maîtrise pendant 10 ans de conflit, et maintenant il faut un discours un peu moins venimeux. Voilà. Donc c'est dans ce sens que M. Gard il va apporter un plus par sa touche. Voilà. Actuellement, il ne parle pas des chapelles politiques, il parle d'une seule et unique chose, c'est-à-dire le développement, la paix, le bonheur pour nous, le Bangolo surtout. Et un jour, Bangolo va faire tâche d'huile, ça va aller dans toute la Côte d'Ivoire. Merci. Aoussé, Aou Bangolo, Aou Bilou, Aoussé. Adia mon abonné à Néanide, à Néakiabo. Tiens. Anyo John abonné na bonyo John on me garu jo ble bewe zian o bon e banglo papo au ne abo we aven we e so nyon de ne me nyon na o ya banglo de buodi za me bla o de nyon do fo ri ke blia ene abonné en français awa yu do fo ri bo no ke bijan o ya banglo de papo e me awi o bon non a we bla onyo o ya banglo bo buodiza do fo eri se magi ba bunde mo ponse a se banglo bun ye abonné ameke a o se agonya. Nous venons d'entendre vos amis qui ont parlé de vous. Bon, certainement nos téléspectateurs ont retenu ce qui était essentiel. Pour vous aujourd'hui, jeune cadre de Bangolo, jeune cadre ivoirien qui est dans le monde des finances, qui conseille les chefs d'État, des chefs de gouvernement, au fond de vous, quand, je le disais tantôt, vous arrivez à ce niveau de développement personnel, profondément, dites-nous ce qui vous anime aujourd'hui. Quelle est la flamme qui brûle encore en vous? Quel est le challenge aujourd'hui que vous voulez vaincre? Ce que je veux vraiment pour mon pays aujourd'hui, c'est que nous redevenions une nation. Que la Côte d'Ivoire redevienne ce qu'elle était. Et que nos dirigeants s'efforcent, quelles que soient les idées des uns ou des autres,
Parce que être en charge d'une nation, c'est fédérer les fils et les filles de cette nation. Je sais qu'ils s'y emploient. Je pense qu'ils vont réussir. Mais nous sommes condamnés à nous entendre en tant qu'Ivoiriens pour le développement d'abord de la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire est un grand pays. Vous savez, il n'est pas donné à tout pays de sortir de 10 ans de guerre et d'avoir cette attractivité qu'a la Côte d'Ivoire aujourd'hui. Je suis dans le domaine des affaires, je suis dans le domaine financier. Et je peux vous dire que aujourd'hui, plusieurs investisseurs se battent pour venir en Côte d'Ivoire. Et ils viendront encore plus quand la paix, la vraie paix sera effective. Donc, c'est ma prière et c'est vraiment ça, d'abord ma première préoccupation en ce qui concerne la Côte d'Ivoire, ou du moins mon premier souhait en ce qui concerne la Côte d'Ivoire. Et puis, maintenant pour parler de ma région, vous savez que Bangolo a beaucoup de cadres, filles comme garçons, ressortissants de Bangolo. Je crois que le premier problème que nous avons à Bangolo, c'est la mésentente entre ses enfants. La mésentente entre ses enfants. Nous devions nous entendre. Nous sommes condamnés à nous entendre pour faire de Bangolo une ville aussi attrayante que la Côte d'Ivoire, puisque nous sommes dans la Côte d'Ivoire. Alors, la flamme qui m'anime, c'est d'abord de faire quelque chose, de contribuer à mon niveau, par mes relations, par les moyens que je peux avoir ou que je peux mobiliser à travers le monde, par mes relations, ces moyens-là, les mettre à la disposition de Bangolo. Vous savez, comme je l'ai dit tantôt, aucun responsable, aucun maire, si c'était le cas, ne peut vraiment développer Bangolo avec le budget que nous avons pour la ville de Bangolo. Maintenant, je pense que certains ont voulu faire quelque chose. Ils auraient pu faire quelque chose. Si ce qui leur a manqué peut être obtenu par un autre, pourquoi pas? Mon souhait est que vraiment nous arrivions ensemble à développer Bangolo. Et moi, je suis prêt à apporter ma pierre à l'édifice du développement de Bangolo. Merci, monsieur Gar Roger, d'avoir accepté de répondre à notre invitation. Fidèles téléspectateurs d'Ivoire TV, merci de nous avoir reçus aussi dans cet état de dilettante vu la chaleur parisienne. Nous avons retenu de notre intervention, de votre intervention plutôt, tout simplement, vous demandez aux fils, aux cadres et aux enfants de Bangolo d'additionner ensemble leurs forces afin de multiplier leurs chances de développer votre ville. Exactement. Merci, monsieur Roger. Merci. Gar.